Ce document n'est pas inspiré de faits réels, mais est 100% réel. Le mystère non résolu de l'affaire Evandro. Justice ou injustice. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. La force de l'affaire Evandro réside dans la façon dont elle a traversé les décennies, sans perdre de sa pertinence. Bien qu'entourée de doutes et de controverses, elle sert de rappel constant que la vérité peut être obscure et difficile à atteindre, surtout lorsque des intérêts politiques, sociaux et personnels se mêlent. L'impact sur la communauté, la famille et même le système judiciaire a été profond, laissant des traces qui se font encore sentir aujourd'hui. L'affaire révèle comment, dans des situations de tragédie, la précipitation à trouver des coupables peut finir par enterrer la vraie justice. Pour ceux qui suivent l'affaire aujourd'hui, il est clair que le mystère ne réside pas seulement dans le crime lui-même, mais dans tout ce qui l'a entouré par la suite. Les enregistrements, les confessions, les soupçons de torture et la résistance à rouvrir l'enquête montrent que ce qui aurait dû être une recherche de la vérité a fini par devenir un jeu de pouvoir et de manipulation. L'histoire d'Evandro est avant tout une dure leçon sur la façon dont des systèmes défaillants peuvent perpétuer les injustices et comment la lutte pour la justice peut être longue et semée d'embûches. L'affaire Evandro continue de résonner à Guaratuba et au-delà, avec de nouvelles générations qui entendent cette histoire qui semble ne jamais se terminer. Pour beaucoup, la disparition et la mort du garçon sont un avertissement sur la fragilité de la justice, surtout dans des situations où la peur, la pression sociale et les préjugés se mêlent. Chaque nouvel épisode, chaque nouvel enregistrement révélé, relance le débat sur ce qui s'est réellement passé ce matin pluvieux de février. Le doute qui subsiste est de savoir si un jour la vérité complète sera connue, ou si ce mystère restera à jamais enveloppé de silence et d'ombre. Pendant ce temps, la ville vit avec les cicatrices invisibles que l'affaire a laissées. Les souvenirs du passé influencent toujours le présent, et le poids de cette tragédie façonne les attitudes de nombreux habitants. La disparition d'Evandro, ses conséquences et les développements judiciaires ne sont pas seulement des faits historiques, mais une partie de l'identité de Guaratuba. C'est une histoire qui défie le temps, montrant que certaines blessures, aussi anciennes soient-elles, restent ouvertes, exigeant attention et mémoire pour que la justice, aussi difficile soit-elle, puisse enfin prévaloir. Personne dans cette rue étroite aux pavés irréguliers n'aurait pu imaginer ce qui était sur le point de se produire ce matin nuageux de février 1992. Evandro n'avait que 6 ans. Il était connu de tous, un garçon blond aux yeux clairs, toujours joyeux et bien élevé. Il vivait avec ses parents à moins de 100 mètres de l'école où il étudiait, la même où sa mère travaillait comme assistante. Ce matin-là, à cause de la pluie fine qui tombait depuis l'aube, elle décida de le laisser dormir un peu plus, pensant qu'il n'y aurait aucun problème. Le chemin de l'école était simple, sûr et familier pour lui. Quand Evandro se réveilla, il prit le petit déjeuner préparé sur la table et, de son propre chef, prit son petit sac à dos et se rendit à l'école à pied, comme il l'avait fait tant de fois. Cela ressemblait à une routine comme n'importe quelle autre, mais peu de temps après y être arrivé, il se rendit compte qu'il avait oublié un jouet qu'il voulait emporter. Avec l'autorisation de sa mère, il retourna seul à la maison pour le chercher. C'était un trajet rapide, qu'il connaissait bien. Seulement cette fois, quelque chose a mal tourné. Lorsque la mère remarqua qu'Evandro n'était pas revenu à l'école pour le début des cours de l'après-midi, elle pensa qu'il s'était peut-être distrait à la maison. Elle décida alors d'aller le chercher, personnellement. Mais en arrivant, le sentiment de normalité s'effondra. Le jouet était resté au même endroit où il avait été laissé, son lit encore défait, et aucun signe qu'il était même revenu. C'est à ce moment-là que son cœur se serra. L'instinct que quelque chose n'allait pas vint immédiatement. Elle sortit dans la rue sans réfléchir, interrogeant les voisins, frappant de porte en porte, essayant de trouver quelqu'un qui aurait vu son fils revenir. Attendez une minute, les amis. N'oubliez pas de laisser un commentaire, ce sera très important pour nous. Et d'ailleurs, y a-t-il déjà eu un cas de ce genre ou similaire dans votre ville? Commentez pour que nous puissions lire. La nouvelle de la disparition se répandit rapidement. C'était une petite ville, et tout le monde se connaissait. En moins d'une heure, des dizaines d'habitants savaient déjà que le fils de Donna Maria n'était pas rentré chez lui, et personne ne semblait avoir rien vu. Quelques dames dirent avoir remarqué une voiture étrange passant lentement dans la rue ces derniers jours, mais personne n'était sûr de la couleur, de la plaque d'immatriculation ou du modèle. Le climat devint lourd, tendu,
comme si un voile était tombé sur ce quartier qui jusqu'alors semblait tranquille. Par précaution, et aussi par désespoir, la mère d'Evandro appela la police cet après-midi-là. Le père, qui travaillait dans un autre quartier, rentra chez lui en courant et se rendit directement au commissariat pour porter plainte. C'était le 6 avril. Le garçon avait simplement disparu sur le chemin entre l'école et sa maison. Comme d'autres enfants avaient déjà disparu dans la région, l'affaire Evandro ne fut pas traitée comme une simple fugue ou une bêtise. Le groupe Tigre, une unité spécialisée dans les enlèvements, fut alerté. La ville s'arrêta. Les recherches commencèrent cette même nuit, avec des véhicules, des chiens renifleurs, un hélicoptère et des volontaires éparpillés dans les forêts et les terrains vagues. Aucune piste concrète n'apparut, aucun témoin, aucun appel anonyme. Ce qui augmentait encore l'angoisse était le fait que le trajet entre l'école et la maison du garçon était court, et pratiquement entièrement visible depuis la rue principale. Comment quelqu'un aurait-il pu emmener un enfant de là sans que personne ne voie rien? Les jours suivants, des rumeurs, des appels étranges, des dénonciations sans fondement apparurent, mais rien ne menait nulle part. La ville commençait à entrer dans un état de paranoïa silencieuse. Le 11 avril, 5 jours après la disparition, un bûcheron qui marchait dans un bois près du quartier remarqua une bande de vautours tournant à basse altitude. Il trouva cela étrange. Il n'était pas courant d'en voir autant dans cette zone. Poussé par un mauvais pressentiment, il décida de s'approcher. Il n'eut pas besoin d'aller très loin pour sentir l'odeur. Entre les branches, la boue et les feuilles, il trouva le corps d'un enfant en état de décomposition avancée. Le visage était méconnaissable. Les mains et les pieds avaient été arrachés. La tête, partiellement décapitée. La scène était grotesque. Il vomit sur place, avant de courir au commissariat le plus proche. Quelques heures plus tard, la zone était déjà encerclée de rubans jaunes, d'experts et de journalistes. La mère d'Evandro dut être soutenue à son arrivée sur les lieux. Le père reconnut le corps de son fils, grâce à une tache de naissance sur la jambe gauche. Aucun autre indice ne fut trouvé là, ni vêtements, ni chaussures, ni objets personnels. Juste le corps. Les funérailles furent privées, rapides et silencieuses. Peu de gens purent regarder le cercueil. Il y avait beaucoup d'émotions, mais aussi un climat étrange, une sensation que cela n'avait pas de sens. Les rumeurs s'intensifièrent. Des gens disaient que le garçon avait été utilisé dans un rituel. D'autres affirmaient que c'était une vengeance politique, ou même du trafic d'organes. La ville, autrefois, paisible, devint un territoire de peur. Les mères commencèrent à aller chercher leurs enfants à l'école, même si ce n'était qu'à un pâté de maison. Les hommes commencèrent à se promener armés par précaution. Et pendant ce temps, la police restait sans piste solide. La seule certitude était la brutalité du crime. Quiconque avait fait cela à un enfant de 6 ans ne pouvait pas être un criminel ordinaire. Le crime avait une composante symbolique, presque cérémonielle, et cela effrayait encore plus. La première piste concrète apparut des semaines plus tard, lorsque la police reçut une dénonciation anonyme citant le nom d'un homme récemment arrivé à Guaratuba, Osvaldo, connu comme menuisier et aussi comme père de saint. On disait qu'il avait été vu en compagnie de 2 hommes, David dos Santos et Vicente de Paula, fréquentant les environs du bois où le corps d'Evandro fut trouvé. Plus que cela, certains voisins racontèrent que les 3 avaient l'habitude de faire des travaux spirituels la nuit dans une ancienne scierie appartenant à la famille de la première dame de la ville, Selina Abadj. Le commissaire responsable décida d'enquêter discrètement. Après quelques jours d'écoute et de surveillance, les 3 furent appelés à témoigner. Leur comportement attira l'attention. Ils semblaient nerveux, évasifs, et n'avaient pas d'alibi cohérent pour l'après-midi de la disparition. Les investigations prirent un tournant inattendu lorsqu'Osvaldo, après presque 2 jours d'interrogatoire, confessa. Selon la version enregistrée sur les premières cassettes, il dit qu'Evandro fut emmené à la Syrie encore en vie et que le rituel avait été commandité par Selina Abadj. Il allégua que l'objectif était d'assurer le pouvoir politique et la prospérité à sa famille. Il dit que Béatrice, la fille de la première dame, participa également. David et Vicente auraient tenu le garçon pendant qu'Osvaldo réalisait ce qu'il appela un travail spirituel complet. Les mots étaient vagues mais lourds. On ne savait pas ce qui était vrai et ce qui était une hallucination ou un délire induit. Malgré cela, la police traita les confessions comme la pièce maîtresse de l'accusation. Selina et Béatrice furent arrêtées peu après,
et l'affaire prit des allures de scandale national. La ville fit les gros titres. Pour la première fois, les gens commencèrent à se demander s'ils étaient face à un crime ordinaire ou à quelque chose d'encore plus sombre. La presse commença à appeler le groupe les sorcières de Guaratuba. C'était un surnom sensationnaliste, mais qui se répandit rapidement. L'image d'une mère de famille, bien habillée et influente, accusée de participer à un rituel avec sacrifice d'enfants, causait de l'effroi. Des photos de Celina et Béatrice menottées circulèrent dans les journaux du Paraná et sur certains réseaux nationaux. Mais ce que peu de gens savaient à l'époque, et qui ne serait révélé que bien des années plus tard, était le contenu complet des bandes où figurèrent les confessions. À l'époque, la police ne présenta que des extraits édités dans lesquels les accusés détaillaient, soi-disant spontanément, les étapes de l'assassinat. Le récit officiel était simple et percutant. Un garçon tué par un groupe de fanatiques pour renforcer une famille politique. Seulement, il y avait des lacunes. Aucune preuve matérielle ne liait directement Celina ou Béatrice au crime. Aucun témoin visuel, aucun enregistrement de mouvement anormal. À la Syrie à cette date. Malgré cela, le procès se poursuivit. Les dépositions, bien qu'incohérentes, furent utilisées comme base. Le procureur soutint que le crime avait des motivations ésotériques et que les accusés appartenaient à une secte. Ce fut un cirque. Lors du premier procès, en 1988, les sessions durèrent plus d'1 mois. Béatrice et Celina furent entendues, pleurèrent, nièrent tout. Mais la pression était forte. L'opinion publique était envahie de répulsion, et le désir de justice l'emportait sur les lacunes de l'enquête. Au final, les deux furent acquittés, faute de preuves concluantes. Osvaldo, Vicente et Davi, eux, furent condamnés. Pour beaucoup, c'était suffisant. Pour d'autres, ce n'était qu'un signe que quelque chose n'allait pas depuis le début. Il y avait le sentiment que les pièces ne s'emboîtaient pas, que les choses avaient été cousues à la hâte. Mais qui allait s'arrêter pour écouter quand tout le monde avait déjà choisi son camp? Des années passèrent. L'affaire se refroidit, comme tant d'autres. Les condamnés purgèrent leur peine, le nom de la famille Abadj restait entaché, et Evandro devint un souvenir douloureux, répété dans les conversations chaque fois qu'il était question d'injustice ou de mystère. Ce n'est qu'en 2019, près de 3 décennies plus tard, que les choses recommencèrent à bouger. Un journaliste nommé Ivan Mizanzuk décida d'enquêter à fond sur l'affaire pour un podcast intitulé « Progetto Humanos ». Contrairement à toute couverture réalisée jusqu'alors, Ivan plongea dans les archives, écouta toutes les bandes, interviewa les personnes impliquées et commença à montrer publiquement ce qui restait jusqu'alors caché dans les coulisses du processus. Peu à peu, des extraits inédits des enregistrements commencèrent à apparaître, et ce qu'on y entendit n'était pas ce à quoi on s'attendait. Des cris, des gémissements, des appels à l'aide, des voix haletantes, des confessions faites après des heures de pression, sans la présence d'avocats, avec des indices clairs de torture. La première réaction fut la négation. Beaucoup pensaient que c'était une invention, une exagération, une déformation des faits. Mais plus les épisodes du podcast avançaient, plus il y avait de preuves que ces confessions avaient été forcées. Osvaldo lui-même apparaissait dans l'un des enregistrements disant qu'il disait ce que les enquêteurs voulaient entendre pour que les agressions cessent. Béatrice, dans une autre bande, demandait de l'aide à voix basse. Les bandes complètes, différentes des versions éditées qui avaient été annexées au dossier dans les années 90, montraient un scénario complètement différent de ce qui avait été divulgué à l'époque. Le ministère public fut interpellé, le pouvoir judiciaire se retrouva dans une situation délicate, et la possibilité d'une erreur judiciaire gravissime commença à être fortement évoquée. Pour la première fois en des décennies, le pays s'arrêta pour écouter l'affaire Evandro sans cris, sans gros titres, juste avec les faits, et ce qui se révélait était effrayant. Peu à peu, le pays commença à envisager la possibilité que les vrais coupables n'aient peut-être jamais été arrêtés. Le rebondissement fut brutal. Ce qui semblait auparavant une affaire close avec des coupables définis et une peine purgée revenait au point de départ, mais avec de nouvelles questions. Et si tout cela avait été un montage? Et si la pression politique, l'émotion sociale et l'incompétence de l'enquête avaient généré une erreur irréversible? La famille d'Evandro, qui pendant des années avait cherché justice, se retrouvait maintenant face à la possibilité que le crime de leur fils n'ait jamais été résolu. Pire,
que les coupables soient toujours en liberté. Le sentiment était celui d'impuissance, de révolte, d'un deuil renouvelé. Le visage du garçon refaisait les gros titres, mais pas comme victime d'un rituel, mais comme symbole d'une justice défaillante. Le ministère public du Paraná se prononça froidement. Il déclara qu'il ne pourrait rouvrir l'affaire qu'en présence de preuves irréfutables de l'innocence des condamnés. L'authenticité des bandes divulguées par le journaliste fut remise en question. On parla de montage, de manipulation audio, d'absence de chaîne de preuves. Même avec des extraits clairement compromettants, avec des sons d'agression et de menaces, la justice maintint fermement sa décision de maintenir les condamnations. Après tout, disait-on, une révision de ce type créerait un dangereux précédent pour d'innombrables autres affaires. Les personnes impliquées, notamment Béatrice Abadj, revinrent sur le devant de la scène après des années de silence. Elles donnèrent des interviews, exposèrent leur traumatisme, racontèrent en détail ce qu'elles avaient vécu pendant les jours de prison et les années qui suivirent. L'affaire cessa d'être seulement sur la mort d'un enfant. Elle devint aussi sur ce que l'État est capable de faire pour apporter une réponse rapide, même si elle est fausse. La ville de Guaratuba, qui pendant des années vécut sous le poids de cette tragédie, retrouva le lourd silence du mystère non résolu. Les rues, où Evandro jouait, portent encore les marques de la peur ancienne, des questions sans réponse. Les voisins les plus âgés évitent de parler de l'affaire, comme si aborder le sujet pouvait ramener le passé pour hanter le présent. Pour les jeunes habitants, l'épisode devint une légende urbaine, un avertissement voilé sur les dangers qui peuvent se cacher derrière les apparences paisibles de la ville. La sensation que quelque chose d'obscur n'a jamais été élucidé persiste, alimentée par les doutes, les incohérences et le silence des autorités. Pendant ce temps, Ivan Mizanzuk poursuit son enquête, sachant que toucher à cette affaire peut être dangereux. La quête de la vérité n'est pas seulement une question de justice, mais aussi un défi contre le temps, contre des intérêts puissants et contre la peur qui rôde encore à Guaratuba. Chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle bande, allume une lumière gênante sur ce que le système a échoué à protéger. La mémoire d'un garçon qui a disparu un matin pluvieux, et jusqu'à aujourd'hui, dont l'histoire n'a pas été réellement racontée. L'affaire Evandro reste ouverte, un mystère qui défie toute explication simple, et qui montre clairement que, parfois, la vraie terreur se trouve dans les ombres de l'impunité. Ce jour fatidique, personne n'aurait pu prévoir que le simple aller-retour de l'école cacherait un secret si sombre. La famille d'Evandro, en particulier sa mère, portait une douleur que personne ne semblait bien comprendre, un mélange de culpabilité, d'angoisse et de désespoir qui rongeait lentement leur vie. La mère, souvent, se surprenait à revisiter les moments précédant la disparition, se demandant si un geste, un regard, un mot aurait pu tout changer. Pendant ce temps, le père tentait de garder l'espoir vivant, même face au silence cruel des enquêtes. Le sentiment était celui d'être pris dans un cycle sans fin, où les réponses n'arrivaient jamais, mais l'absence du fils était un cri constant et présent dans tous les coins de la maison. La pression sur la police était énorme. Les enquêteurs devaient faire face au tollé populaire, aux attentes d'une ville entière et au poids d'une affaire qui a rapidement eu un retentissement national. Mais la vérité est qu'à ce moment-là, ils étaient perdus. Sans piste, concrète, ils dépendèrent de témoignages fragiles et de confessions qui ressemblaient plus à des fruits de la torture et de la coercition. L'ambiance au sein du commissariat était tendue, avec des accusations voilées, des erreurs de procédure et une enquête marquée par de graves lacunes. Malgré cela, la machine de la justice avança, impatiente, comme s'il était plus important de présenter un coupable que de garantir que la vérité soit réellement découverte. Le climat dans la ville devint encore plus lourd avec l'arrestation des suspects. Osvaldo, Davi et Vicente furent emmenés menottés au commissariat, soupçonnés de faire partie d'un rituel macabre. Cependant, peu de gens connaissaient les conditions dans lesquelles les interrogatoires avaient été menés. Des heures interminables, l'isolement, des cris, des menaces. Les enregistrements faits pendant cette période, qui ne furent rendus publics que des décennies plus tard, révélèrent un scénario différent. Des confessions arrachées sous la douleur et la peur, et non des récits spontanés. La population, quant à elle, était partagée entre ceux qui croyaient à la version officielle et ceux qui commençaient à remettre en question la validité de ces dépositions. Le doute commença à s'infiltrer silencieusement,
même si le processus avait avancé. Pendant ce temps, la famille Abadj, en particulier Célina et sa fille Béatrice, étaient traitées comme des ennemis publics. Elles niaient avec véhémence toute implication, mais les preuves, circonstancielles, les confessions et la pression sociale rendaient difficile pour elles d'avoir un procès équitable. Les accusations portaient non seulement sur le meurtre brutal d'un enfant, mais aussi sur l'idée d'un rituel de magie noire, quelque chose qui pour beaucoup était presque incroyable. L'affaire devint plus qu'un crime. Elle se transforma en une sorte de fable sinistre, avec des personnages divisés entre victimes et monstres. La ligne entre la vérité et la rumeur devint dangereusement floue. Avec la répercussion croissante, l'affaire prit de l'ampleur et fut portée devant les tribunaux. Le procès, qui débuta en 1998, fut l'un des plus longs de l'histoire du pays, avec des sessions qui durèrent plus d'1 mois. Les témoins furent entendus, des dépositions contradictoires apparurent, et la défense tenta de déconstruire les confessions, en signalant de possibles tortures et coercitions. Malgré cela, la pression de l'opinion publique pesa lourdement sur le jugement. La condamnation d'Osvaldo, Davi et Vicente fut considérée comme une réponse rapide à une affaire qui réclamait justice, même si la vérité complète n'avait jamais été atteinte. Quant à Célina et Béatrice, elles furent acquittées, mais la stigmatisation les accompagna le reste de leur vie. Après le jugement, l'affaire entra dans une sorte de limbe. Les condamnations furent purgées, mais les doutes ne cessèrent jamais de planer. Pendant des années, experts, journalistes et curieux se sont demandé si les confessions étaient légitimes ou le fruit de la torture. L'absence de preuves matérielles, l'absence de témoins oculaires et les contradictions au sein de l'enquête elle-même laissèrent le sentiment que quelque chose avait été couvert ou manipulé. Pour beaucoup, ce ne fut jamais un crime ordinaire, et la solution trouvée par la justice semblait plus une tentative de clore l'affaire que d'éclaircir les faits. Dans les années qui suivirent, l'affaire Evandro fut oubliée par la plupart, mais ne disparut jamais complètement de l'imaginaire populaire. En 2019, l'histoire prit un nouveau souffle lorsque le journaliste Ivan Mizanzuk décida d'enquêter en profondeur pour le podcast Progetto Humanos. Il eut accès à des documents inédits, des bandes audio complètes, et interviewa des personnes proches de l'affaire. Ce qui émergea de ces enquêtes fut une version complètement différente de ce qui avait été présenté à l'époque. Les bandes montraient la torture, la coercition et des confessions obtenues sous une pression brutale. De nombreuses parties avaient été éditées ou omises dans l'enquête originale, soulevant de sérieux doutes quant à la légitimité des condamnations. L'impact de la divulgation des bandes fut immédiat et énorme. L'opinion publique, auparavant satisfaite de la condamnation, commença à remettre en question toute la narration. Les familles des condamnés et les groupes de défense des droits de l'homme commencèrent à demander la réouverture de l'affaire. Mais le système judiciaire se montra résistant. Le ministère public affirma qu'il n'y aurait de nouvelles enquêtes qu'en présence de preuves irréfutables et de l'authenticité des audios. La défense des accusés souligna que les confessions étaient invalides, fruits d'abus et par conséquent, devaient être écartées. Ainsi, l'affaire resta stagnante, les doutes planant et un sentiment clair d'injustice dans l'air. Ce qui attira l'attention fut le contraste entre les versions présentées lors des premières enquêtes et ce que les bandes révélaient. Alors que le processus original exposait des confessions claires et détaillées, les enregistrements complets montraient des cris, des appels à l'aide, des moments de désespoir et de violence explicites contre les suspects. Dans certains extraits, on pouvait clairement entendre les interrogateurs presser, menacer et utiliser des méthodes qui dépassaient toute limite légale. Cette divergence laissa beaucoup de gens se demander si la justice brésilienne avait, dans ce cas, plus cherché une solution commode que la vérité des faits. Pour la population de Guaratuba, l'affaire est devenue un fantôme omniprésent. Beaucoup ne peuvent toujours pas parler ouvertement de ce qui s'est passé. La peur du passé, des questions sans réponse et de la possibilité que les vrais coupables soient en liberté plane toujours sur les conversations. L'image du jeune Evandro, bien que marquée par la tragédie, est devenue un symbole de l'échec du système à protéger les plus vulnérables. Pendant ce temps, la quête de la vérité se poursuit, lente, incertaine, au milieu d'un enchevêtrement de silence, de versions contradictoires et d'intérêts qui semblent plus grands que l'affaire elle-même. Le journaliste Ivan Mizanzuk poursuivit sa quête avec prudence,
sachant que toucher à cette affaire pouvait réveiller des forces puissantes et dangereuses. Chaque nouvelle bande, chaque déposition, était une pièce qui menaçait de faire s'effondrer le château, construit autour de la version officielle. Il savait que la vérité était enfouie sous des couches de mensonges, d'omissions et de peur. Mais il savait aussi que la justice, pour être vraiment rendue, devait émerger de cette obscurité. L'affaire Evandro, qui semblait close depuis si longtemps, montrait que la résolution d'un crime n'est pas toujours simple ou définitive. Souvent, la vérité est un territoire nébuleux, plein d'ombres que peu osent affronter. Pendant ce temps, Guaratuba suivait sa routine, mais avec une ombre qui ne disparut jamais complètement. Le silence des habitants, le regard méfiant, le soin exagéré des parents envers leurs enfants, tout cela montrait que le passé n'avait pas encore été enterré. Le jeune Evandro est devenu un symbole, un souvenir douloureux qui alerte sur les risques des condamnations hâtives, des enquêtes défaillantes et de la fragilité de la justice. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire reste ouverte dans l'esprit de ceux qui suivent l'histoire. Rappelle que parfois le mystère ne se trouve pas seulement dans le crime, mais dans l'absence d'une réponse claire et définitive. Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est que, malgré toute l'émotion et le retentissement, aucune autre ligne d'enquête n'a été prise au sérieux depuis. L'accent est resté sur les 3 condamnés, même avec les preuves que leurs confessions avaient été fabriquées. Le véritable motif du crime, s'il ne s'agissait pas d'un rituel, reste obscur. Qui aurait eu intérêt à faire taire Evandro? Pourquoi un enfant si jeune a-t-il été la cible d'une telle violence? Ces questions restent sans réponse, laissant un vide difficile à combler. Pour ceux qui suivent l'affaire, il reste le sentiment amer que le garçon n'était qu'une pièce dans un jeu plus grand. Un jeu qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas révélé ses cartes. À la fin de ce jour fatidique, la vie de nombreuses personnes a changé pour toujours. Mais personne n'a pu dire que la vérité avait éclaté. Disparition, la découverte du corps, les confessions sous la torture, le procès controversé et la réouverture ultérieure de l'affaire composent une trame complexe et pleine d'ombre. Pour la famille, pour la ville et pour le pays, il reste l'inquiétude de ne jamais savoir vraiment ce qui s'est passé. Et c'est peut-être le pire, le silence qui demeure, comme un écho lointain, rappelant à tous que la justice n'est pas toujours rendue, et que la peur et le doute peuvent être aussi cruels que le crime lui-même. Depuis lors, l'affaire Evandro est devenue une sorte d'alerte sombre pour toute la région. Dans les conversations, il est courant d'entendre que cette tragédie a exposé la fragilité du système judiciaire et la facilité avec laquelle la vérité peut être déformée. Pour beaucoup, Guaratuba n'est pas seulement la ville où le garçon a disparu, mais un symbole des défaillances humaines qui peuvent détruire des vies. Chercheurs, journalistes et activistes restent attentifs dans l'espoir qu'un jour le silence sera enfin brisé. Pendant ce temps, le nom d'Evandro reste vivant, non comme un souvenir de justice rendue, mais comme un appel à ne jamais oublier que, derrière chaque affaire, il y a de vraies personnes et des histoires qui méritent d'être véritablement connues. L'histoire d'Evandro ne concerne pas seulement un crime brutal, elle concerne une communauté, un système judiciaire défaillant et la lutte constante pour la vérité. Même avec le passage des années, les échos de ce jour de 1992 résonnent encore, provoquant douleur, interrogation et une recherche incessante de réponses. Le récit de la disparition, de la mort et des conséquences de ce crime continue d'être raconté par ceux qui n'ont pas renoncé à chercher justice. Et pendant ce temps, l'ombre du mystère demeure, toujours présente, rappelant à tous que la vérité, parfois, est plus compliquée et douloureuse qu'on ne l'imagine. L'usure émotionnelle causée par l'affaire a profondément affecté non seulement la famille d'Evandro, mais aussi de nombreux habitants de la petite Guaratuba. Le sentiment collectif de perte et de peur a transformé la routine de la ville. Les enfants ont été surveillés de près, et la vie quotidienne a été marquée par un lourd silence et des regards méfiants. Pour ceux qui suivaient tout de l'extérieur, cela semblait être une tragédie isolée, mais pour ceux qui étaient là, c'était un traumatisme qui s'infiltrait dans chaque conversation, à chaque coin de rue, comme une plaie ouverte qui ne cicatrisait jamais. Même après des décennies, de nombreuses personnes impliquées vivent encore sous le poids de ce matin de février. Les noms cités, les accusations, les différentes versions de ce qui s'est réellement passé n'ont pas été oubliés. Pour certains,
le doute sur la véritable paternité du crime continue de ronger l'âme. Le sentiment que la justice a échoué accompagne les familles, tant celles des victimes que celles des condamnés. L'affaire Evandro reste un Rappel cruel de ce qui peut arriver lorsque la vérité est sacrifiée au nom de la hâte, de la pression sociale ou du besoin d'un coupable. Les procédures judiciaires qui ont suivi, bien que longues et méticuleuses, n'ont jamais réussi à dissiper complètement les doutes qui planaient sur l'affaire. Le sentiment que certaines réponses avaient été occultées ou déformées est resté présent dans de nombreux témoignages et récits parallèles. Juristes et spécialistes des droits de l'homme ont même remis en question les méthodes utilisées par la police à l'époque, signalant des irrégularités qui compromettaient la validité des preuves présentées. Cela a renforcé l'idée que, même avec la condamnation, la justice dans cette affaire n'avait peut-être jamais été pleinement atteinte. De plus, le silence et la peur qui ont entouré l'affaire ont contribué à ce que de nombreuses personnes impliquées aient des difficultés à parler ouvertement. Des témoins, et même des enquêteurs, ont fait face à des pressions et des menaces, ce qui a rendu difficile l'élucidation complète des faits. Cette atmosphère tendue a encore alimenté le sentiment d'impunité et la ville n'a jamais pu se débarrasser complètement du stigmate de cet épisode tragique. La disparition et la mort d'Evandro restent un nœud dans l'histoire locale, un rappel douloureux des défaillances humaines qui peuvent exister même dans les moments les plus critiques. Au fil des années, le souvenir du jeune Evandro s'est transformé en quelque chose de plus qu'une tragédie locale. Il est devenu un symbole de la fragilité du système et des conséquences des jugements hâtifs. Beaucoup de ceux qui étudient l'affaire aujourd'hui y voient un avertissement sur les risques de la pression sociale et médiatique interférant dans les enquêtes. L'histoire montre comment la recherche de réponses rapides peut conduire à de graves erreurs, avec des victimes collatérales qui paient un prix trop élevé. Pour Guaratuba, l'affaire n'a jamais été seulement un crime, mais la complexité de gérer la douleur et la justice dans un scénario marqué par le doute. Malgré toutes les années passées, le sentiment qui demeure est que l'histoire d'Evandro n'est pas encore terminée. Le silence des autorités, les versions contradictoires, les documents secrets et les bandes révélatrices continuent d'alimenter les théories et les inquiétudes. Pour les habitants, pour les familles et pour ceux qui suivent de loin, il reste l'espoir qu'un jour la vérité complète éclatera. D'ici là, l'affaire reste ouverte, avec ses ombres et ses mystères, rappelant à tous que toutes les réponses ne sont pas simples et que la justice n'est pas toujours rendue de manière parfaite.